Que se passe-t-il quand deux époques révolutionnaires se rencontrent? D'un côté, l'Antiquité, berceau de la philosophie et de la citoyenneté. De l'autre, la Renaissance, période de redécouverte et d'innovation. Mais quels étaient leurs idéaux éducatifs et comment la Renaissance s'est-elle inspirée des Grecs et des Romains pour construire son propre modèle? Dans cette vidéo, nous allons explorer les liens fascinants entre ces deux périodes, du trivium et quadrivium aux langues classiques, en passant par les figures emblématiques comme Socrate et Erasme. Installez-vous et plongeons ensemble dans l'histoire de l'éducation. La Renaissance est souvent qualifiée de redécouverte de l'Antiquité. Les humanistes, fascinés par les œuvres de Platon, Aristote ou Cicéron, ont puisé dans ces textes des idées pour réinventer l'éducation. Mais pourquoi ces intérêts soudains pour l'Antiquité? En Grèce antique, l'éducation visait l'harmonie entre l'esprit, le corps et la cité. Les philosophes voyaient l'instruction comme un moyen de trouver la vérité et de bâtir une société juste. À la Renaissance, ce modèle revient en force, mais avec une différence. Il ne s'agit plus seulement de former des citoyens, mais de créer des individus complets, cultivés et universels. À l'Antiquité, la formation des citoyens était centrale. Prenons Athènes. Les jeunes apprenaient à parler en public, à débattre et à défendre les valeurs démocratiques. En parallèle, Sparte formait des soldats disciplinés pour protéger la cité. Mais à la Renaissance, l'idée change. On parle désormais de l'homo universalis, l'homme universel, capable d'exceller dans les arts, les sciences et les lettres. Léonard da Vinci en est l'exemple parfait. Artiste, ingénieur, scientifique. À la Renaissance, l'éducation ne vise pas seulement la citoyenneté, mais l'exploration du potentiel humain dans toute sa diversité. L'éducation antique a introduit un modèle structuré que l'on retrouve encore à la Renaissance, le trivium et le quadrivium. Ces disciplines formaient les bases de l'enseignement classique. Ces deux modèles montrent une continuité étonnante. À l'Antiquité, ces savoirs étaient destinés à préparer les citoyens à participer à la vie publique. À la Renaissance, ils sont enrichis par des découvertes scientifiques et artistiques, comme celles de Galilée ou Michel-Ange. Saviez-vous que pendant la Renaissance, apprendre le grec et le latin était un signe de distinction intellectuelle? À l'Antiquité, ces langues étaient naturellement les vecteurs du savoir, mais au Moyen Âge, leur usage s'était restreint aux élites religieuses. Avec l'humanisme de la Renaissance, les langues classiques retrouvent leur importance. Les penseurs comme Erasme insistaient sur la nécessité de lire les textes originaux pour en comprendre toute la richesse, sans les interprétations médiévales. La philosophie est au cœur de l'éducation, autant dans l'Antiquité que pendant la Renaissance. Socrate, par exemple, utilisait sa fameuse méthode dialectique pour pousser ses élèves à réfléchir par eux-mêmes. Platon, son disciple, rêvait d'un système éducatif idéal pour accéder au monde des idées. À la Renaissance, Montaigne reprend ces principes, mais il les adapte. Il critique une éducation trop rigide et théorique. Pour lui, il faut apprendre par l'expérience et encourager la curiosité naturelle de l'élève. Erasme, quant à lui, combine morale et savoir avec un idéal humaniste inspiré des anciens Grecs et Romains. Au final, l'éducation de la Renaissance est une véritable réinvention de celle de l'Antiquité. Les idéaux grecs et romains, centrés sur la sagesse et la citoyenneté, se transforment pour répondre aux aspirations d'une époque tournée vers l'individu et l'humanisme. Alors, que pensez-vous de cet héritage éducatif? Quelles valeurs devrions-nous préserver aujourd'hui? Merci d'avoir regardé et à bientôt.